Donald Trump qui a dit hier dans son discours « J'ai été sauvé par Dieu », parce qu'on sait qu'il y a eu une tentative d'assassinat ennemi sur lui dans les derniers mois. Et là, on va faire le travail. Je ne sais pas si Dieu est un Américain, mais l'homme le plus puissant de la planète est maintenant Donald Trump. Et ça chamboule bien les affaires. J'ai décidé de réunir autour de la table les animateurs de la station dans la grille de jour. Donc, Philippe Quentin qui est au bout du fil, Geneviève Petersen, l'animatrice de l'émission. Ça va aller dès 18h30. Nathalie Normando et Luc Ferrandez et Marie-Ève Tremblay, animatrice de Radio Texto de 10h à midi. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Je vais commencer avec Philippe, qui n'est pas autour de la table. Philippe, étais-tu surpris du résultat? Ah oui, très, très surpris, Patrick. Surtout de la rapidité. Hier, on avait une émission spéciale avec Valérie Baudouin sur les ondes de Cogeco Média. Ça commençait à 22 heures. Moi, j'étais convaincu qu'on aurait le temps de dresser la table, de dire, bon, c'est très serré, on s'en va dans telle direction, mais il reste encore beaucoup de résultats à venir. Pourtant, je te dirais qu'au fond de moi-même, quand on a ouvert le micro à 22 heures, dans ma tête, c'était réglé. La tendance était déjà tellement forte. On pouvait se raccrocher à toutes sortes d'éléments comme « Oui, OK, il est en avance dans plusieurs États, mais le vote dans les milieux urbains n'est pas encore comptabilisé. C'est vraiment le vote des zones rurales qui vient de sortir. Donc, attendons, soyons prudents. Vous allez voir quand ils vont commencer à compter dans les grandes villes, par exemple en Pennsylvanie, à Philadelphie, à Pittsburgh, le vent va tourner. » Mais ils ont commencé tout à coup à le compter, ce vote-là. Puis le vent, il tournait pas du tout. Là. Au contraire, ça restait grosso modo dans la même direction. Alors pour moi, la plus grande surprise, c'est l'ampleur de la victoire. 2, le fait que cette victoire n'a jamais, mais alors là, jamais été mise en doute à partir de 7-8 heures quand les premiers résultats ont commencé à sortir. Pour moi, tout ça, c'est assez renversant dans le contexte. Je vais revenir à toi dans quelques instants, Philippe, mais je veux parler maintenant avec Geneviève Petersen. Geneviève, tantôt, hors d'onde, tu as eu une réflexion vraiment intéressante et c'est celle des chambres d'écho. Ceux qui pensaient que Mme Harris allait gagner, il y a quelque chose à propos des États-Unis que ces gens-là ne comprenaient pas. Bien, je pense qu'on a beaucoup erré à cet effet-là. Les États-Unis, ce n'est pas que Taylor Swift, ce n'est pas que Saturday Night Live, ce n'est pas que le discours des artistes qui se prononcent pro-démocrates. C'en est une chambre d'écho. Puis je pense qu'on est beaucoup, entre guillemets, à avoir été un peu trop sensible à ces discours-là. Je lisais l'article d'Yves Boisvert dont tu faisais allusion un peu plus tôt sur le conservatisme. Il y a une montée du conservatisme. C'est pas seulement aux États-Unis, c'est à l'échelle planétaire. Je lisais hier des commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens disaient « les Américains sont fous ». Moi, je trouve que la vraie question à se poser, c'est pourquoi les Américains ont voté pour Trump malgré les accusations, malgré les comportements douteux, malgré ses propos parfois loufoques, mais c'est parce qu'ils passent par-dessus. Je regardais un reportage vidéo d'Émilie Dubreuil à Radio-Canada, comprendre les divisions aux États-Unis avec les routiers. Moi, ça m'a frappé. Il y a cette femme d'origine mexicaine, une immigrante, qui a fait un master en administration. Elle a tout là, pour être contre Donald Trump et elle dit, moi, je passe par-dessus malgré ça à cause de l'économie. Parce que les gens, ils pensent à mettre du pain, du beurre sur la table. Ils sont pas en train de se poser plus de questions de ça. Je pense que c'est trivial, mais je pense que ça fait partie de l'explication. Nathalie, tu as été en politique. Oui. Tu as vécu des surprises. Tu as décortiqué des victoires et des défaites. Comment tu décortiques cette victoire-là de M. Trump ou cette défaite-là de Mme Harris? Bien, c'est la victoire de l'inflation sur la démocratie 1. Et Donald Trump, c'est Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can. Et la formule n'est pas de moi, mais d'une auditrice, Mme Pouliot. Ça fait des années qu'on essaie de comprendre le phénomène Trump. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est la violence auquel il a eu recours en 2016, mais encore plus dans le cadre de cette élection-ci. Et les résultats extrêmement spectaculaires parce qu'il a gagné une majorité confortable auprès des grands électeurs, mais auprès du vote populaire, viennent en quelque sorte légitimer le recours à la violence dans le discours public. Violence et mensonge. Alors, c'est comme si les Américains disent « Tu nous as menti, tu nous as raconté des bobards, mais sais-tu quoi? Nous, ça nous convient, ça nous va. » Alors, c'est une façon, pour moi, je trouve ça préoccupant parce que c'est une forme de... C'est comme si on venait banaliser le recours à cette violence puis à ces mensonges. Et puis, on en faisait, dans le fond, puis on érigeait ça en nouvelle norme sur le plan politique. Je vais passer le bâton de la parole à Marie-Ève Tremblay dans un instant, mais Geneviève, tu levais la main. Bien, c'est parce que je trouve que, au contraire, Donald Trump vient cristalliser une certaine crainte. Aux États-Unis, on est très libertarien et il y a tout ce discours contre les élites. Et lui, moi, je vais y aller quand même assez bold, là. Il représente pour certaines personnes le Messie. C'est le retour du Messie. Il y a du religieux là-dedans. Bien, absolument, absolument. Et il incarne à merveille cette méfiance des Américains envers les institutions.
Ce qu'ils disent, les gens qui sont pas pour Trump, mais qui ont voté pour Trump, c'est qu'il est différent des autres, en ce sens que il est perçu comme le sauveur de l'Amérique. Je comprends qu'il a menti, je comprends tout ça, mais rendu là, ça relève du domaine de la croyance. Et tu parles des élites et tu parles... Les complots, le QAnon et tout ce kit-là. Là. Oui, mais il y a ce rejet des élites, mais Oui. qui est l'élite si c'est pas Elon Musk aux États-Unis, Marie-Ève? Moi, c'est vraiment ça qui a attiré mon attention. Et il est Là, tout à fait pro-Trump. Pour moi, c'était pas la campagne de Donald Trump, c'était la campagne de Elon Musk. Puis je mettrais même un 10 qui va se présenter dans 4 ans. Il peut pas. Ben non, mais tu sais, il veut la place, puis là, ben, il le fait par l'intermédiaire de Donald Oui. Trump. Il pourrait avoir des responsabilités dans son administration. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur son réseau social X, c'était des tweets chaque jour, des centaines de milliers de réactions Des aussi. faussetés. Des faussetés. Puis, j'ai essayé d'aller me désabonner. C'était intéressant. Tu sais, je me dis, je vais aller me désabonner, Colin. Je De suis son compte. ensevelie. Oui, j'arrive sur son compte. Je n'étais pas abonnée, Patrick. Mais tu le voyais constamment. Mais je voyais constamment parce que c'est son réseau social. Alors, les 250 millions d'utilisateurs actifs tous les jours sur ce réseau social-là étaient obligatoirement exposés à ses propos. Répète, jour après jour, le message par rapport à Trump, c'est extrêmement payant. Puis on l'a vu, Donald Trump a investi beaucoup moins en publicité que Kamala Harris. Est-ce qu'il en avait besoin? Je n'ai pas cette impression-là. Ben, il y a parce que beaucoup ça de s'est publicité. passé. Au-delà de X et du fait qu'il est favorisé sur X, là, la preuve a été faite. Là. Je veux Oui. dire, tous les comptes qui sont à droite, extrême droite, masculinistes, crypto, etc., sont amplifiés par l'algorithme. Mais ceci étant dit, M. Trump a aussi beaucoup de publicité gratuite parce que les singeries qu'il fait, les niaiseries qu'il dit, sont rapportées. Et c'est vraiment le vieux principe, Luc, on dirait, du parlez-en bien, parlez-en mal. Mais l'élection a porté sur Trump. Donc, c'est ça. Oui. Et L'élection a Mme pas- Harris parlait toujours de Trump. Ben oui. L'élection n'a pas porté sur des programmes électoraux. Elle a porté sur Trump. Puis Mme Harris, elle a fait ce choix-là. À partir du moment où elle est arrivée en débat avec lui puis qu'il a dit « They're eating the dogs », là, elle s'est dit « OK, he's weird ». Puis Walt a dit ça aussi, he's weird. Puis là, ils ont axé là-dessus. Il est He's bizarre. weird. Il est bizarre. En se disant « OK, on va faire porter ça sur lui ». C'est une erreur stratégique, on le voit maintenant. On le voit. Les gens, Ouais. comme Nathalie? tu disais, Nathalie, Ben, des gens qui disent il est violent, il est menteur, il est fasciste dans certains éléments de sa personnalité, il est hyper sexiste, il est machiste, il est toxique. On va voter pour lui quand même. Exactement. J'allais pour dire, Luc, que Trump a réussi à mettre des mots sur la souffrance des Américains. Parce que tu disais, Geneviève, et je suis tout à fait d'accord avec toi, tu sais, l'inflation, c'est ce qui a pris le... En fait, c'est ce qui a pris le pas. Et quel était le message de Kamala Harris? C'est, bien là, la démocratie est en danger, ça risque d'être la dernière élection, etc., etc. Mais ça n'a pas percolé chez les électeurs. Pourquoi? Parce que c'est pas leur réalité du quotidien. La fin de la démocratie, là, c'est un beau discours. Là. Ça peut sembler loin des préoccupations du monde. Ça ne met pas du pain puis du beurre sur ta table. Ça ne permet pas de payer tes factures à chaque mois. Je retourne à Philippe Quentin. Philippe, je sais que tu es un nerd de politique américaine et je suis curieux de connaître ton évaluation. Tu sais, on parle de la campagne de M. Trump. Il me semble que la campagne de Mme Harris n'a pas été non plus un exemple en la matière. Non, elle a peut-être pas été un exemple, mais elle a quand même pas dit le nombre d'énormités que Donald Trump a dit. Elle ne représentait certainement pas une menace pour la démocratie. Elle ne représentait certainement pas une menace pour les droits des femmes. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans quel environnement, Patrick, aux États-Unis? On se retrouve dans un environnement qui, à mon avis, va devenir très rapidement violent. Violent pour tous les adversaires de Donald Trump. Il l'a dit plusieurs fois. Il entend régler ses comptes quand il accédera à la présidence. Et il y a tout lieu de croire qu'il va le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit, ben non, il parle beaucoup, il dit des choses, mais il le fera pas. Je m'excuse, il fait ce qu'il dit, il faut lui donner ça. Regardez toute la question de l'avortement. Il avait dit qu'il irait travailler pour l'interdiction de l'avortement. Il l'a fait. Il a réussi à nommer 3 juges ultra-conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Ces juges-là, qui pourtant, quand ils avaient comparu devant le Sénat, qui devaient avaliser leur nomination, ont tous dit qu'ils ne toucheraient pas à Roe versus Wade, l'ont tous fait parce qu'ils sentaient que l'environnement politique leur permettait de le faire. Donc, les droits des femmes ont régressé de façon importante. Là, il annonce qu'il va expulser des millions et des millions de gens qu'il appelle les immigrants illégaux. Il ne faut pas penser que tout ça va se faire en disant bonjour monsieur, bonjour madame, voici votre billet d'autobus, vous pouvez maintenant retourner au Mexique dans les 48 prochaines heures. Ça va être très, très différent de ça. Je pense au procureur spécial là, qui l'accuse devant un tribunal de Washington d'avoir comploté pour faire un coup d'État le 6
16 janvier 2021. Jack Smith, c'est quoi son avenir à lui? Comment aussi ses partisans vont traiter les gens qui l'ont accusé, les procureurs, les avocats dans le dossier de Stormy Daniels à New York? Qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer avec la famille Biden aussi, qui est dans le collimateur des Trump depuis longtemps? Qu'est-ce qui va se passer avec la famille Obama? Souviens-toi, encore une fois, des menaces à l'endroit de Michelle Obama dans le dernier droit de la campagne. Moi, je pense que ça va être terrible. Philippe, est-ce que je peux me permettre? Vas-y, Luc. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis sais-tu qui va souffrir le plus? Beaucoup de monde vont souffrir. Dans la première année, sa colère va exploser sur les murs et il va mettre autant de sang qu'il peut sur les murs. Mais sais-tu qui va souffrir le plus dans les prochaines années? Trump. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais Trump, il va être obligé de défendre, de porter les États-Unis sur son dos. Quand il va avoir X, Y, Z ouragans à répétition en Californie puis sur les côtes de la Floride, est-ce qu'il va pouvoir dire, on essaye de faire quelque chose, on essaye avec l'environnement? Non, il va dire, il n'y aura pas de réponse. Ce gars-là, c'est un homme sans réponse pour énormément de dossiers. Quand il va rater l'expulsion des immigrants, il va être la cible de beaucoup de monde. Ce gars-là, rappelle-toi ces 4 dernières années, Patrick, il a été attaqué. À la fin, il était quasiment content de partir du pouvoir. Ça va être la même chose pour les 4 années qui s'en viennent. Écoute, moi, je suis comme Geneviève. Je suis Geneviève secoue la tête. Je suis pas d'accord. S'il a prouvé quelque chose dans ses 4 ans au pouvoir et depuis, c'est que c'est un homme Teflon. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien qui ne lui colle pour une raison bien simple. Ses fans sont prêts à tout lui pardonner, d'une part. Et la phrase la plus vraie, je pense, qu'il a jamais dite, c'est avant qu'il devienne président des États-Unis dans sa campagne de 2016. Je pourrais tirer quelqu'un au milieu de la 5e avenue et on voterait encore pour moi. Le Teflon, c'est vrai. Il y a le Teflon. Il va être attaqué quand même. Moi, je pense qu'il se présente toujours en être triomphant et l'un des talents qu'il a, j'ai envie de dire malheureusement, c'est de toujours tirer son épingle du jeu, même quand il paraît mal, même dans les situations les plus malheureuses. Puis je vais reprendre ton exemple de l'ouragan. Il va reprendre les discours selon lesquels c'est une exagération des gens qui croient à la crise. Il va toujours tirer son épingle du jeu pour aller galvaniser ses troupes et être porté par celle-ci. Je reviens à cette figure messianique. C'est son discours, c'est sa marque de commerce et ça fonctionne. Marie-Ève, il y a dans un texte d'Yves Boisvert qui est à lire absolument aujourd'hui, Pourquoi Trump? Il fait état de ses 7 mois de couverture aux États-Unis et il raconte une rencontre avec une jeune femme, 20 ans, qui va voter Trump, à qui il dit « Oui, mais l'avortement, le contrôle de ton corps... » Et sa réponse est ahurissante à cette jeune femme-là. Vue d'ici, elle dit « Écoute, si t'es pas content dans l'État où c'est interdit, va ailleurs. » Mais moi, je nous trouve un peu niaiseux ici de penser que toutes les femmes, toutes les Américaines sont pro-choix. Sincèrement, on en parlait de la religion tantôt. Il y a 70% des Américains qui sont chrétiens. Au fondement de ces croyances-là, c'est notamment la procréation. Je pense qu'on a une image des femmes qui sont pour l'avortement et que c'est partout. Je ne pense pas que c'est le cas. Puis, celles qui sont contre l'avortement, elles ont l'air de mères de famille, elles ont l'air de tout le monde, un peu n'importe qui. Puis même, on le voit ici, là, il y a des manifestations souvent près des cliniques. Là. Regarde qui est là. Il y a des femmes aussi. Ouais. Alors, cette espèce de vote secret dont on parlait, des femmes qui voteraient à l'encontre de la vision de leur mari, ça, je n'y ai jamais cru. Mais ceci étant dit, aux midterms, aux élections de mi-mandat, il y a 2 ans, Nathalie, il y avait eu une... Tu as raison, Marie-Ève, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y avait eu un effet anti-avortement. Il y a des femmes qui étaient allées voter et ça avait été profitable pour les démocrates il y a 2 ans. Ça ne s'est pas reproduit ce coup-ci. Non, et de toute évidence, ce que Marie-Ève dit, je vais le traduire autrement, c'est que les femmes face à l'enjeu du droit à l'avortement ne constituent pas un groupe homogène. Alors, la réalité est beaucoup plus nuancée. Il ne faut pas sous-estimer la présence, l'aspect religieux aux États-Unis. Pour moi, c'est la clé de beaucoup d'explications. D'une façon qu'on n'imagine pas ici. Exactement. Ils ne sont pas à moitié là-bas. C'est ça l'affaire. C'est pas comme nous là, qui avons été dans une église la dernière fois pour la confirmation, pour un mariage. Ou le réveillon. C'est ça. Merci, chers camarades. Merci de vous être joints à l'équipe du matin. Je pense que ça nourrit la réflexion. Nathalie, Luc, Geneviève, Marie-Ève et Philippe, merci. On va vous écouter dans vos émissions respectives tout au long de la journée. Je suis certain que vous allez aborder les retombées de cette élection américaine.